Il est 16h30, la cloche de l'école sonne et à cet instant précis, il y a des millions d'enfants qui quittent la protection vraiment ultra réglementée de l'éducation nationale. Ouais, pour entrer dans ce que le nouveau rapport qu'on analyse aujourd'hui qualifie d'immenses angles morts institutionnels, c'est-à-dire le périscolaire. Voilà, la garderie, le centre de loisirs, l'étude du soir ou même le club de sport du mercredi. Bon, décortiquons tout ça. Absolument. Il arrive que des documents atterrissent sur la table et franchement exigent une attention immédiate. Parce qu'ils mettent des mots sur des failles que le système refusait de voir. C'est tout à fait ça. Et c'est exactement le cas de cette analyse qu'on fait aujourd'hui. On se penche sur le texte publié tout récemment, le 17 avril 2026, par la Civisée, donc la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et la mission de ce document, il faut le dire, elle est titanique. L'idée, c'est de transformer un système périscolaire qui est actuellement très vulnérable en une véritable forteresse. Avec un objectif absolu non négociable, garantir l'intérêt supérieur de l'enfant face au risque de violences sexuelles. C'est un document d'une urgence capitale. Et pour comprendre cette urgence, il faut vraiment regarder la réalité en face. Mhm. L'idée centrale de ce rapport, ce qui va vraiment guider notre discussion d'ailleurs, c'est la nécessité absolue d'une coordination. Une coordination fluide entre les écoles, les familles et les autorités. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, on est d'accord. Pas du tout, non. Le système actuel, tel qu'il opère vraiment sur le terrain, il est profondément dysfonctionnel. En fait, il offre littéralement des espaces de vulnérabilité. Et pour bien saisir l'ampleur des solutions que propose la CIVISE plus loin, il faut d'abord plonger dans ce constat alarmant. Tout à fait. Le mot qui revient sans cesse dans les premières pages, c'est la fragmentation. Et en lisant ça, moi, l'image qui m'est venue à l'esprit, c'est celle d'une course de relais. Ah oui, c'est une très bonne analogie. Les coureurs, ce sont les profs des écoles, puis après, c'est les animateurs du périscolaire, puis les directeurs de centres aérés. Et le témoin qu'il se passe, c'est la responsabilité et la sécurité de l'enfant. Exactement. Sauf que dans le système actuel, ces coureurs, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas du tout la même formation, ils dépendent de hiérarchies totalement différentes. Et surtout, c'est comme s'ils devaient se passer le témoin dans le noir le plus total. C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant ici, c'est que la commission ne blâme absolument pas les individus. D'accord, donc ce n'est pas une chasse aux sorcières contre les animateurs. Non, au contraire. Le rapport prend vraiment le temps de souligner l'engagement, le dévouement et la bonne volonté de ces personnels. Ils font souvent un travail remarquable, avec très très peu de moyens. Oui, on le sait. Ce qui est pointé du doigt, c'est une véritable dispersion institutionnelle. C'est-à-dire, Concrètement, concrètement, ça veut dire qu'il n'existe aujourd'hui aucun cadrage national précis. Et surtout, aucun cadrage contraignant pour l'ensemble du secteur périscolaire. Les règles, elles changent d'une mairie à l'autre, ou d'une association à l'autre. c'est fou quand on y pense. Oui, il n'y a pas de standard unique pour la formation, pas de protocole universel pour le recrutement, et les processus de contrôle ou de signalement, ils varient du tout au tout. La relation entre l'école et le temps périscolaire, elle est juste segmentée, distendue. Donc on se retrouve avec des équipes qui tournent énormément. Voilà, des vacataires qui se succèdent auprès des mêmes enfants sans aucune continuité pédagogique ou sécuritaire. C'est une forme de chaos organisé en fait. On confie ce qu'il y a de plus précieux au monde à un secteur qui souffre d'une précarité structurelle immense. C'est le terme, oui. On parle de professionnels souvent sous-payés, sous-formés, qui enchaînent des micro-contrats de quelques heures par semaine. Et le rapport met le doigt sur une mécanique vraiment dérangeante. Laquelle? Bah, cette fragmentation, ce flou administratif, c'est exactement le terreau qui profite aux agresseurs. Ah, complètement. Les prédateurs étudient les failles. Ils adorent la précarité et les angles morts institutionnels parce que, ça leur permet de passer inaperçus. Oui, le prédateur cherche un accès facile aux enfants et un environnement où la vigilance est diluée. Absolument. Et c'est pour supprimer radicalement ces angles morts que le premier grand axe de solution frappe fort. Il frappe sur la question de la professionnalisation de l'encadrement. Alors, comment il compte s'y prendre? Puisque le problème fondamental vient d'un encadrement flou et précaire, la solution logique avancée, c'est de filtrer, de former et de professionnaliser massivement tous ceux qui gravitent autour des enfants. Et la mesure phare ici, j'ai vu, c'est la création d'un BAFA consolidé. Exactement. Un BAFA qui deviendrait obligatoire. Prenons un instant pour définir ça. Parce que, enfin, tout le monde connaît le sigle BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Oui, bien sûr. Dans l'imaginaire collectif, c'est souvent vu comme une petite formation rapide que passent les jeunes de 17 ou 18 ans pour se faire un peu d'argent de poche l'été en colo. C'est tout à fait l'image qu'on en a. Mais le rapport veut rompre définitivement avec cette idée. L'idée que l'animation serait un emploi sans qualification ou un simple job d'été.
Donc on change de paradigme. C'est le mot. Le rapport exige qu'on reconnaisse l'animation comme nécessitant des gestes professionnels de haute compétence. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau BAFA consolidé? Il reposerait sur 5 pôles incontournables, beaucoup plus lourds qu'actuellement. D'abord, une formation approfondie sur le développement psychomoteur et affectif de l'enfant. Logique. Ensuite, sur la pédagogie éducative pour créer justement une continuité avec l'école. Puis, sur les droits et la protection de l'enfance au sens juridique. Sur la déontologie professionnelle. D'accord, ça fait déjà un bagage solide. Et surtout, et c'est le pôle crucial, un module dédié au repérage des signaux de détresse et aux techniques de recueil de la parole. Ça, c'est fondamental. Former un animateur à repérer qu'un enfant se replie sur lui-même ou à savoir comment réagir s'il vient lui confier un secret lourd sans biaiser sa parole avec des questions suggestives. Exactement, c'est faire de l'animateur la première ligne de défense. Mais si je peux me faire l'avocat du diable une seconde, le secteur peine déjà énormément à recruter aujourd'hui. C'est vrai. Si on rend cette formation obligatoire, longue et exigeante, on ne risque pas de vider complètement les centres de loisirs. C'est une friction réelle, et la Civise l'anticipe très bien. Leur logique est claire. On ne peut pas sacrifier la sécurité physique et psychique des enfants sur l'autel de la facilité de recrutement. Donc, la sécurité prime quoi qu'il en coûte. Voilà. Et revaloriser la formation doit de fait s'accompagner d'une revalorisation du statut. Mais vous avez raison de souligner que la meilleure formation du monde ne sert à rien si le recrutement initial, il est poreux. S'il laisse entrer des profils dangereux, oui. Voilà, c'est là qu'intervient la deuxième lame de cet axe, le filtre de l'honorabilité. Le rapport exige un contrôle systématique et approfondi des antécédents. Ce qui veut dire, Ça implique l'utilisation systématique du fameux fichier B2, et surtout un accès facilité pour les autorités aux fichiers FIJAV et FIJET. attendez, une petite pause s'impose sur ce jargon, pour que tout le monde visualise bien. Le contrôle des antécédents, il n'est pas déjà censé être systématique partout? En théorie. Parce que dans l'esprit général, si quelqu'un travaille dans une école ou un centre municipal, on imagine que son casier judiciaire a été passé au peigne fin, non? Et c'est quoi concrètement la différence entre ce B2 et les autres fichiers au nom un peu imprononçable? Alors, ça soulève une question importante, car la perception du public est très éloignée de la réalité du terrain. Clarifions ces outils. Le fichier B2, c'est le bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Il recense la plupart des condamnations pénales. D'accord? Le problème, c'est qu'une condamnation, ça prend des années à arriver. Ah oui, le temps judiciaire. Exactement. C'est là que le FIJA-ISV entre en jeu. C'est le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. C'est précis. Il est beaucoup plus pointu, car il inclut non seulement les condamnations, mais aussi certaines mises en examen et impose des obligations de pointage. Quant au FIJA-IET, lui, il concerne des infractions terroristes. Donc le FIJA-ISV, c'est vraiment le registre spécifique des délinquants sexuels. Ça permet de repérer un individu dangereux, même si la procédure classique n'est pas allée jusqu'au bout d'une condamnation définitive inscrite au B2. C'est ça. Et pour répondre à votre première question, dans la théorie, oui, le contrôle B2 est obligatoire. Mais dans la pratique du système actuel, c'est là qu'on trouve d'immenses trous dans la raquette. Comment ça? Face à l'urgence, par exemple, de remplacer un animateur malade le mercredi matin pour des contrats ultra précaires de quelques heures. Oui, on fait au plus vite. Voilà. Ou dans des petites communes isolées qui n'ont ni les ressources humaines, ni les outils informatiques, les vérifications prennent du retard. Voire, elles passent carrément à la trappe. C'est effrayant. Le suivi des fonctionnaires titulaires, il est bien assuré par leur hiérarchie, ça va. Mais pour le flot continu des vacataires, c'est quasi inexistant. C'est glaçant d'y penser sous cet angle. Un animateur vacataire malveillant peut donc faire des passages éclairs. 1 mois dans une mairie, 2 semaines dans l'assaut d'à côté, puis 1 saison en colo, sans qu'aucun historique ne le suive. C'est le cœur du problème. D'où l'innovation majeure proposée par le rapport, la mise en place d'une attestation personnelle de parcours. Une attestation de parcours. Oui, un document centralisé. Ça permettrait enfin de suivre ces travailleurs précaires d'un employeur à l'autre. Ça garantit que leur honorabilité a été vérifiée récemment. Donc si je comprends bien la mécanique, on passerait d'un système de péage isolé, où chaque petite mairie vérifie artisanalement son propre ticket, à une sorte de passeport biométrique et professionnel global. Une attestation infalsifiable qui vous suit partout. C'est une excellente métaphore. Et la Civise va encore plus loin. Que propose-t-il d'autre? Il préconise que ces contrôles d'honorabilité soient réitérés tous les 3 à 5 ans pour les permanents, parce qu'un casier vierge à l'embauche, ça ne garantit pas qu'il le reste 20 ans plus tard.
C'est d'une logique implacable. Mais la clé de voûte de tout ça, de cette architecture, c'est la création d'un grand fichier unique interministériel. Parce qu'aujourd'hui, ils ne se parlent pas. Très peu. L'éducation nationale, les sports, la culture, ils ont du mal à communiquer. Ce fichier unique centraliserait la capacité légale d'une personne à travailler auprès des enfants, tous secteurs confondus. Oh, je vois. Si la douane du ministère des Sports vous retire votre agrément pour un comportement inapproprié au judo, hop, la porte de l'école primaire ou du centre aéré se verrouille automatiquement. C'est le colmatage complet des brèches. C'est impressionnant sur le papier. Mais explorons la réalité du terrain. Même avec un recrutement parfaitement verrouillé, on sait bien que le risque zéro n'existe pas. Malheureusement, non. Que doit faire le système quand un individu passe à travers les mailles du filet et qu'une suspicion émerge soudainement? C'est là que le rapport attaque ce qui est peut-être le plus gros tabou. Ah oui, la gestion de crise, les blocages culturels et administratifs, c'est clairement la section la plus confrontante du document. Qu'est-ce qui coince actuellement en Actuellement, la loi permet de suspendre un agent public suspecté de faits graves pour une durée maximale de 4 mois en maintenant son salaire. 4 mois? D'accord. La CIVIZ exige qu'on double cette durée légale pour la porter à 8 mois. La raison est froidement pragmatique. Une enquête de police impliquant des mineurs, avec des auditions filmées, des expertises psy, Ça prend du temps. beaucoup de temps. 4 mois, c'est systématiquement trop court pour que la justice aboutisse. Mais attends, 8 mois de suspension sur la base d'une suspicion ou d'un signalement initial, c'est énorme dans la vie d'un professionnel. C'est lourd, oui. Comment le rapport justifie cette mesure qui semble être une entorse massive au droit du travail et à la présomption d'innocence? Il le justifie par la mécanique perverse du système actuel. Que se passe-t-il aujourd'hui, au bout de 4 mois, quand l'enquête n'est pas terminée mais que la suspension expire? Le maire est coincé. Exactement. Le maire ou le directeur est coincé. Il ne peut pas licencier sans preuve définitive, mais il ne veut surtout pas remettre l'agent au contact des enfants. Donc, la solution de facilité, c'est ce que le rapport appelle pudiquement les déplacements professionnels de commodité. Les déplacements de commodité. On mute la personne discrètement, on la met dans un bureau, ou pire, on l'envoie dans une autre structure un peu plus loin. Et c'est là que ça devient vraiment dramatique. On réalise soudain que la présomption d'innocence, qui est quand même un pilier de notre état de droit, elle a été instrumentalisée. Complètement détourné, oui. Elle devient une excuse administrative pour se débarrasser du problème sans faire de vagues. Le directeur panique face au vide juridique, il mute la personne pour éviter les prud'hommes, et ce faisant, il remet potentiellement d'autres enfants en danger. C'est l'administration qui crée la récidive, en fait. C'est le nœud du problème, cette culture du pas de vague et de l'arrangement local. C'est terrifiant. Le rapport exige d'en finir avec le mauvais usage du devoir de réserve, qui est souvent invoqué pour imposer le silence aux équipes. La civisée est catégorique, la présomption d'innocence, c'est l'affaire de la justice. Ça ne doit pas servir d'excuse à une mairie pour bloquer un signalement. Jamais. Le signalement n'est plus une option soumise à l'appréciation d'un directeur. Ça doit devenir un automatisme absolu. Et pour garantir ça, j'imagine qu'il propose une procédure stricte. Oui, la création d'un circuit unique de signalement, avec l'élaboration d'un vade-mecum national. Encore un mot savant. Un vade-mecum, concrètement, on parle d'un mode d'emploi d'urgence, c'est ça? C'est exactement ça. Un protocole strict, comme un manuel d'évacuation incendie, mais pour la protection de l'enfance. Genre, étape 1, voici le numéro unique à appeler. Étape 2, voici comment éloigner la personne. Étape 3, ce que vous avez le droit de dire aux parents. Parfaitement résumé. L'objectif, c'est qu'aucun responsable ne puisse plus jamais se cacher derrière l'excuse du « je ne savais pas quelle procédure suivre ». C'est très clair. Et si on relie ça à la situation globale, ce protocole ne fonctionnera que si la réponse pénale suit. C'est pourquoi le rapport exige que la police et la justice priorisent ces enquêtes. Le temps de l'enfant n'est pas le temps de l'administration. Et j'ai vu que ça s'applique aussi aux associations. Ah oui, point crucial. Cet encadrement drastique ne s'appliquera pas qu'aux mairies. Les associations partenaires qui organisent des activités périscolaires devront se plier exactement aux mêmes exigences. Sous peine de perdre leur subvention. Exactement. Fini les zones grises. Bon, avançons dans la chronologie de l'événement. Une fois que ce signalement est fluidifié, que la personne est suspendue pour 8 mois, il y a la question de l'enfant. Bien sûr. L'enfant a parlé, le système a réagi, mais il faut des structures adaptées pour recueillir sa parole officielle sans le traumatiser davantage. Et là, le rapport met en lumière les UAPED. Oui, les UAPED, ce sont les unités d'accueil pédiatrique enfants en danger. Ce sont des structures créées au sein des hôpitaux, extrêmement précieuses. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Elles regroupent en un seul lieu, neutre et sécurisant, des pédiatres légistes, des psychologues et des enquêteurs formés.
L'intérêt majeur, j'imagine, c'est que l'enfant n'a pas à répéter son histoire 5 fois dans 5 commissariats différents. C'est tout à fait ça. Sa déposition est filmée dans des conditions optimales, valables judiciairement, avec un accompagnement médical immédiat. Et la recommandation de la CIVIS est sans appel. Il faut doubler le nombre de ces unités d'ici 5 ans. Parce qu'il y a des départements qui en manquent? Il y a des départements qui en sont scandaleusement dépourvus aujourd'hui. D'accord. Donc le recueil de la parole, c'est l'urgence clinique. Mais au-delà de l'individu, il y a un enjeu de santé publique global, c'est la collecte des données. Et le rapport révèle une faille assez étonnante là-dessus. Une faille béante, oui. Aujourd'hui, si un incident grave se produit dans une école publique ou privée sous contrat, l'information remonte. Le ministère sait ce qui se passe. Mais pour le périscolaire, c'est le trou noir statistique total. Total. Et pourquoi? À cause de la décentralisation dont on parlait au début. Avec les 34 000 communes en France qui gèrent chacune leur garderie dans leur coin. Voilà. Aucune donnée nationale ne consolide les incidents. C'est l'aveuglement institutionnel par excellence. On ne peut pas combattre un phénomène dont on ignore l'ampleur exacte. C'est pour ça qu'ils demandent un groupe de travail interministériel. Pour bâtir enfin des indicateurs et un système national de recueil de données. Et il faut dire que cette absence de données, elle maintient aussi les familles dans l'ignorance. Ce qui nous amène au dernier axe fondamental, la place des familles. C'est vrai que jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'administration, de maire, de ministère, mais les parents dans tout ça sont souvent les grands exclus de l'équation en cas de crise. Complètement mis à l'écart, oui. Le rapport prend d'ailleurs le temps de rappeler une vérité statistique essentielle. À rebours de beaucoup d'idées reçues, les fausses allégations d'abus sexuels émanant des enfants ou de leurs familles sont extrêmement rares. Très rare. Et le rapport veut transformer l'écoute des familles en une obligation réglementaire stricte. Subir une vraie révolution culturelle. Historiquement, quand une affaire éclate, l'institution se referme comme une huître. On leur oppose le secret de l'instruction. Voilà, ou le secret institutionnel, de manière totalement abusive pour étouffer l'affaire. La CIVS exige que ça cesse. Les familles doivent être proactivement informées du calendrier des procédures, des suspensions, de l'avancement du dossier. Elles doivent redevenir des partenaires et non des gêneurs. Exactement. C'est un changement d'univers. Si on résume la trajectoire de ce rapport, on passe littéralement d'un système assimilable à une boîte noire locale, Oui, un système où chaque matin on confie nos enfants au centre de loisirs en croisant les doigts, sans visibilité, à la vision d'une maison de verre avec une tour de contrôle nationale. c'est une belle image. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Ça signifie que l'heure du bricolage est terminée. Le chemin tracé par ce rapport est d'une grande clarté. Les leviers pour forger cette forteresse, on les a identifiés. Il s'agit d'imposer une vraie professionnalisation via le BAFA consolidé. Oui, de verrouiller l'honorabilité en continu avec le fichier interministériel et l'attestation de parcours. C'est aussi le courage politique de porter les suspensions à 8 mois pour laisser la justice travailler. Sans remettre de prédateurs au contact des enfants par commodité. Et enfin, c'est l'instauration du circuit unique de signalement pour terrasser la culture du secret. Le plan de bataille est massif. Mais tout ça invite à prendre un peu de hauteur pour clore notre analyse. Si la France parvient réellement à surmonter les blocages et à mettre en œuvre ses recommandations... Si on crée ce fameux fichier unique qui décloisonne les ministères, Exactement. Si on arrive à imposer cette transparence radicale vis-à-vis des familles, il est légitime de se demander jusqu'où cette logique pourrait s'étendre. les implications dépasseraient largement le seul cadre de l'enfance, c'est évident. Quiconque observe la logique implacable de ce texte pourrait en tirer une conclusion vertigineuse. Si ce modèle d'hypertransparence, de croisement des fichiers prouve son efficacité pour protéger les enfants, pourquoi s'arrêter là? C'est la vraie question. Ne devrait-il pas devenir la norme absolue pour tous les secteurs qui impliquent des populations vulnérables? Imaginez si le même niveau de transparence s'appliquait aux hôpitaux psychiatriques, aux établissements pour personnes en situation de handicap ou aux EHPD pour nos aînés. Ça changerait tout. C'est peut-être là le véritable horizon de ce rapport. Il ne propose pas seulement de réparer les failles du périscolaire, il propose de redéfinir totalement notre conception même de la confiance publique. En exigeant que l'institution protège les plus vulnérables avant de se protéger elle-même. Voilà. Un vaste chantier pour les années à venir et un sacré sujet de réflexion pour nous tous.